Mes beaux-parents ont placé mes parents à une table du fond, près des cuisines. Quand j'ai demandé pourquoi, ma belle-mère a dit d'une voix forte, « Nous ne voulions pas qu'ils fassent honte à nos invités de marque. » Mon fiancé a haussé les épaules. Je me suis dirigé vers la cabine du DJ et j'ai fait une annonce. Puis j'ai fait ceci. Le lendemain, leur monde s'est effondré car j'ai su que quelque chose n'allait pas dès la seconde où j'ai vu où mes parents étaient assis. La réception de notre mariage avait lieu au très chic pavillon Vendôme, en plein cœur de Paris. Mon fiancé, Alexandre, avait insisté pour que ses parents s'occupent du plan de table car, selon lui, ils avaient plus l'habitude d'organiser des réceptions mondaines. J'ai laissé faire. Ce fut ma première erreur. Quand je suis entré dans la salle de réception après la cérémonie, tout le monde était déjà à sa place. Le devant de la salle était rempli d'orchidées blanches, de centres de table en cristal et d'une longue table d'honneur baignant dans une lumière douce. Les parents d'Alexandre étaient au centre, entourés des partenaires commerciaux de son père, d'un député de l'Assemblée nationale et de 2 cadres dirigeants du prestigieux cabinet de conseil où travaillait Alexandre. J'ai balayé la pièce du regard pour trouver mes parents. Ils n'étaient pas aux tables familiales près du devant. Ils n'étaient pas près de la table d'honneur. Ils étaient tout au fond. Et pas seulement au fond. À une petite table ronde collée contre les portes de service près de l'entrée des cuisines. Chaque fois que la porte à double battant s'ouvrait, un serveur en sortait précipitamment avec des plateaux. C'était très bruyant là-bas, avec le cliquetis de la vaisselle et le personnel qui entrait et sortait sans cesse. Mon père, Antonio, se tenait bien droit dans son costume, comme il le fait toujours lors des grandes occasions. Ma mère, Maria, n'arrêtait pas de lisser le bord de la nappe, comme elle le fait quand elle est mal à l'aise. Je me suis approché et j'ai demandé si tout allait bien. Mon père a souri et a dit que la nourriture sentait très bon. C'est là que j'ai remarqué autre chose. La table ne comptait que 4 chaises. Mes parents, mon petit frère Lucas, et une chaise vide. Personne d'autre de ma famille n'était à proximité. Ma tante et mes cousins avaient été placés à une autre table au fond, à l'autre bout de la salle, près du couloir menant aux toilettes. Ça ne ressemblait pas à un accident. Je suis allé chercher le plan de table affiché près de l'entrée. C'était l'un de ces grands miroirs décoratifs avec les noms écrits au marqueur doré. J'ai trouvé mon nom à la table d'honneur. Toute la famille élargie d'Alexandre de la bourgeoisie parisienne était devant. Ses anciens camarades d'école de commerce occupaient les tables centrales. Même des collègues que je n'avais jamais rencontrés étaient plus près de nous que mes propres parents. J'ai trouvé ma belle-mère, Béatrice, près du bar en train de discuter avec une femme en robe rouge. Je lui ai demandé pourquoi mes parents étaient assis près des cuisines. Elle n'a même pas baissé la voix. Nous ne voulions pas qu'ils fassent honte à nos invités de marque. La femme en rouge s'est figée en pleine gorgée de champagne. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Béatrice a répondu, « Tes parents sont très gentils, mais ce n'est pas exactement le milieu social que nous voulions au centre de l'attention ce soir. Nous avons des investisseurs capitaux ici. » J'ai attendu qu'elle me dise que c'était une blague. Ce n'en était pas une. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce en direction d'Alexandre. Il avait clairement entendu au moins une partie de la conversation car il regardait dans notre direction. Je me suis approché de lui et je lui ai rapporté ce que sa mère venait de dire. Il a haussé les épaules. Il a dit, « Laisse tomber, Juliette. Ce ne sont que des places assises. Juste des places. » J'ai repensé aux 30 dernières années de la vie de mes parents. À mon père qui enchaînait les heures supplémentaires au garage automobile. À ma mère qui suivait des cours du soir au CNAM pour passer de simple caissière à gérante de supermarché. À eux qui avaient payé la moitié de ce mariage de luxe parce qu'ils tenaient absolument à y contribuer. Et c'est là qu'on les avait placés, près des portes de la cuisine. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté de nouveau. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai regardé autour de moi tous ces invités si importants. Puis je me suis retourné et j'ai marché droit vers la cabine du DJ. Le DJ, un type du nom de Marc, a eu l'air confus quand j'ai tapoté le microphone et lui ai demandé de baisser la musique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que la tournure de la réception allait changer. Et personne à cette table d'honneur n'avait la moindre idée de ce que j'allais faire. La musique s'est doucement arrêtée au beau milieu d'une chanson. Les conversations se sont tues par vagues à travers la somptueuse salle. Les fourchettes ont cessé de tinter contre les assiettes en porcelaine. Marc m'a tendu le micro sans poser de questions.
Je pouvais sentir le regard d'Alexandre peser sur moi depuis la table d'honneur. J'ai souri à l'assemblée. Merci à tous d'être venus ce soir. Cela représente énormément pour nous deux d'avoir un groupe de personnes aussi incroyables ici. De la famille, des amis, des partenaires commerciaux, des investisseurs. J'ai laissé ce mot flotter dans l'air pendant une seconde. J'ai repris, avant que nous continuions le dîner, je veux mettre à l'honneur 2 personnes qui ont rendu toute cette journée possible pour moi. Je me suis éloigné du stand du DJ et j'ai commencé à marcher vers le fond de la salle. Au début, les gens ont cru que cela faisait partie du programme. Certains se sont même retournés sur leurs chaises pour voir où j'allais. Je me suis arrêté à côté des portes de la cuisine. Ma mère m'a regardé comme si elle pensait que j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit, je veux que tout le monde rencontre les 2 invités les plus importants de cette salle, mes parents, Antonio et Maria. De polis applaudissements ont retenti. Je ne me suis pas arrêté. J'ai expliqué à l'assemblée que mon père avait fait des journées de 16 heures pendant la majeure partie de mon enfance pour que je puisse intégrer une grande école sans prêt étudiant. J'ai raconté que ma mère avait perfectionné son français en regardant le journal télévisé de 20 heures pour pouvoir m'aider à faire mes devoirs. J'ai dit qu'il m'avait appris que le respect n'est pas quelque chose qui s'achète avec un héritage, mais quelque chose qui s'accorde librement. Les applaudissements se sont intensifiés. J'ai tiré 2 chaises vides d'une table inutilisée à proximité et je les ai placées au bout de la table de mes parents. J'ai dit, en fait, je pense qu'ils méritent une meilleure vue. Ensuite, j'ai regardé les invités assis à l'une des tables centrales. Un groupe de collègues d'Alexandre que je connaissais à peine. Je leur ai demandé si cela les dérangerait d'échanger de table avec mes parents. Il y a eu un silence gêné. L'un des collègues, un homme prénommé Maxime, s'est levé immédiatement et a dit, bien sûr. Il a commencé à rassembler son verre et sa veste de costume. Sa femme l'a suivi sans hésiter. En 1 minute, toute cette table s'est déplacée vers le fond. Mes parents ont essayé de protester discrètement, mais je leur ai dit que c'était déjà fait. Les serveurs se sont précipités pour ajuster les couverts. Désormais, mes parents étaient assis au beau milieu de la salle, parfaitement alignés avec la table d'honneur. J'ai remercié tout le monde pour sa flexibilité et j'ai dit, ce soir, il s'agit de célébrer l'amour et les personnes qui nous façonnent. La musique a repris, mais l'atmosphère avait changé. Quand je suis retourné à la table d'honneur, Alexandre s'est penché vers moi et a murmuré, « Tu n'étais pas obligé d'en faire un tel spectacle. » Je lui ai répondu, « Ce n'est pas moi qui ai commencé. » En face de nous, le sourire de Béatrice semblait crispé. Le dîner a continué. Mais j'ai remarqué autre chose. Plusieurs de ces soi-disant invités de marque avaient commencé à discuter avec mes parents, à rire, à leur serrer la main. Mon père expliquait à l'un des cadres dirigeants comment il restaurait de vieilles voitures de collection. Ma mère racontait comment elle avait gravi les échelons pour prendre la direction de son magasin. Il ne faisait honte à personne. Il captivait littéralement la table. Je pensais que l'incident était clos. J'avais tort, car plus tard dans la soirée, au moment des discours, Béatrice a décidé qu'elle n'en avait pas fini. Et ce qu'elle a dit dans ce micro m'a forcé à aller beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. J'aurais dû savoir que Béatrice ne laisserait pas passer ça. Au moment des discours, le témoin du marié a pris la parole en premier. Puis mademoiselle d'honneur. Les 2 interventions étaient inoffensives. Des anecdotes de nos années d'études, des blagues un peu maladroites, les trucs habituels des mariages. Puis Béatrice s'est levée. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite à parler. Elle a simplement marché jusqu'au stand du DJ et a pris le micro des mains de Marc. Elle a commencé par dire à quel point elle était fière d'Alexandre, à quel point il travaillait dur, à quel point son avenir au sein de notre caste était prometteur. Puis elle a prononcé une phrase qui a fait taire la salle entière. Elle a déclaré, « Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'amour. Il s'agit de bâtir des alliances, de réunir des familles solides et influentes. » J'ai senti Alexandre se tendre à côté de moi. Béatrice a poursuivi. Elle a dit, « Quand vous vous mariez dans une famille, vous épousez aussi sa réputation, son rang, son influence. » Quelques-uns des investisseurs ont hoché la tête poliment. Puis elle a eu un petit rire mondain et a ajouté, « Parfois, cette adaptation peut être très éducative. » Il y a eu quelques rires étouffés. Elle a regardé directement la table de mes parents. Elle a enchaîné, « Nous venons tous de milieux différents. Certains d'entre nous sont issus de générations de dirigeants,
d'autres ont des origines beaucoup plus modestes. C'était assez subtil pour qu'elle puisse le nier plus tard, mais tout le monde avait parfaitement compris. Ma mère a cessé de sourire. Mon père a croisé les mains sur la nappe. J'ai attendu qu'Alexandre se lève, qu'il dise quelque chose, qu'il l'interrompe. Il ne l'a pas fait. Béatrice a terminé son discours en affirmant qu'elle faisait confiance à Alexandre pour toujours prendre des décisions qui élèveraient leur famille. Élevé. Les applaudissements furent polis, mais bien plus clairsemés qu'auparavant. Je me suis penché vers Alexandre et lui ai demandé s'il comptait réagir à cela. Il a soupiré, tu interprètes trop ses paroles. J'ai balayé la salle des yeux. Plusieurs invités n'applaudissaient pas. Le député avait l'air gêné. Maxime, le collègue qui avait changé de table plus tôt, fixait Béatrice avec insistance. Et là, il s'est produit quelque chose que ma belle-mère n'avait pas prévu. L'un des investisseurs s'est levé. Il s'appelait Richard Lemaire. Il possédait un grand groupe industriel en région lyonnaise et était l'une des raisons pour lesquelles le père d'Alexandre avait pu obtenir des financements pour sa dernière expansion. Richard n'est pas allé vers le DJ. Il a simplement parlé depuis sa table, d'une voix suffisamment forte pour porter. Il a lancé, personnellement, je préfère les origines modestes. Elles ont tendance à forger des personnes qui comprennent la vraie valeur des choses. Un silence de cathédrale s'est abattu sur la salle. Richard s'est tourné vers mes parents. Il a dit, monsieur, j'ai entendu dire que vous restauriez des voitures de collection. J'ai une Mustang de 1967 qui a besoin de réparation. Nous devrions peut-être en discuter. Mon père a hoché la tête une fois. Le visage de Béatrice s'est décomposé. Le reste de la nuit a suivi son cours, mais la dynamique était totalement différente. Les invités qui s'étaient agglutinés autour des parents d'Alexandre ont dérivé vers les tables centrales, vers mes parents. J'ai pensé que le karma avait déjà réglé l'affaire. Mais quand nous sommes rentrés dans notre suite d'hôtel après la réception, Alexandre a fermé la porte et a enfin craché ce qu'il retenait depuis le début de la soirée. Il m'a reproché, tu as humilié ma mère. Je lui ai répondu qu'elle s'était humiliée toute seule. Il a rétorqué, tu aurais dû ne pas t'en mêler. Je lui ai posé une seule question. Si c'est de cette façon que ta famille traite la mienne le jour de notre mariage, que se passera-t-il l'année prochaine ou quand nous aurons des enfants? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a dit que nous en parlerions après notre voyage de noces. Il n'y avait qu'un seul problème. Il n'allait pas y avoir de lune de miel. Car pendant que nous nous disputions dans cette luxueuse chambre parisienne, il se passait quelque chose en bas, dans le hall de l'hôtel, que nous ignorions totalement. Et au petit matin, l'entreprise de la famille d'Alexandre allait se retrouver dans de très graves problèmes. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alexandre a fini par cesser de se disputer et s'est allongé, faisant défiler les notifications sur son téléphone comme si de rien n'était. Je me suis assise près de la fenêtre, fixant les lumières de la ville, repassant tout le film de la soirée dans ma tête. Vers minuit, son téléphone a commencé à vibrer. Il a ignoré le premier appel, puis le deuxième, puis le troisième. Finalement, il a décroché. C'était son père. Je n'entendais que la moitié de la conversation d'Alexandre. Comment ça? Il est parti tôt? Non, ça n'a aucun sens. On ne retire pas des financements pour un simple discours. Il y a eu un long silence. Puis Alexandre s'est assis d'un bond dans le lit. Tu es sérieux? Il a raccroché et a fixé le mur, hagard. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a expliqué que Richard Lemaire avait quitté la réception plus tôt que prévu. Et avant de partir, il avait glissé à son père qu'il reconsidérait sérieusement leur partenariat. Apparemment, après le discours de Béatrice, Richard avait pris le père d'Alexandre à part pour lui demander s'il cautionnait ce qui venait d'être dit. Quand son père avait tenté d'éluder la question, Richard lui avait posé une question très simple. Si c'est comme ça que votre famille parle des gens, comment parlez-vous de vos propres employés? Au moment où nous étions montés dans notre chambre, Richard avait déjà envoyé un email à son service juridique pour suspendre l'accord d'investissement prévu pour la semaine suivante. Ce n'était pas un petit contrat. Sans ce financement, l'entreprise du père d'Alexandre risquait purement et simplement le dépôt de bilan. Alexandre m'a accusé, tout ça, c'est parce que tu as fait un scandale. Je lui ai demandé en quoi. Je n'avais insulté personne. Je n'avais attaqué personne.
J'avais juste déplacé mes parents à une table plus convenable. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, la situation a dégénéré. Je suis descendu pour retrouver mes parents au petit déjeuner. Ma mère essayait d'agir normalement, mais je voyais bien qu'elle avait lu quelque chose sur Internet. Apparemment, l'un des collègues d'Alexandre avait filmé le discours de Béatrice. Pas l'intégralité, juste le passage sur la réputation et les origines modestes. Il l'avait publié sur les réseaux sociaux avec la légende « Voici ce qui a été dit au mariage d'un ami hier soir ». La vidéo avait déjà été partagée des centaines de fois. Dans les commentaires, les internautes n'y allaient pas de main morte. À 9 h du matin, quelqu'un avait identifié l'entreprise du père d'Alexandre. À 10 h, d'anciens employés témoignaient de la façon dont la direction traitait le personnel différemment selon leurs origines sociales. À midi, un blog économique local avait repris l'affaire. L'histoire faisait boule de neige. Alexandre est descendu dans le hall, le teint cadavérique. Il a dit que son père était en pleine gestion de crise. Les investisseurs appelaient les uns après les autres. Un membre du conseil d'administration exigeait un communiqué officiel. Béatrice m'a téléphoné vers l'heure du déjeuner. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a demandé si j'avais encouragé quelqu'un à la filmer. J'ai répondu par la négative. Elle a craché, tout est de ta faute. J'ai rétorqué, c'est vous qui avez choisi ces mots. Elle a raccroché au nez. L'après-midi même, le père d'Alexandre a publié des excuses publiques sur Internet, affirmant que ses propos avaient été mal compris et ne reflétaient pas les valeurs de l'entreprise. Cela n'a pas arrêté l'hémorragie. Avant la tombée de la nuit, 2 partenaires de moindre envergure avaient annoncé qu'ils se retiraient des négociations. Et puis Alexandre a fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il m'a demandé de publier un communiqué pour défendre sa mère. C'est à cet instant précis que j'ai compris qu'il n'avait jamais été question d'un simple plan de table. Il s'agissait de savoir qui il était prêt à protéger. Et je devais décider si j'allais le protéger en retour. Quand Alexandre m'a demandé de défendre sa mère publiquement, j'ai sincèrement cru qu'il plaisantait. Ce n'était pas le cas. Il a insisté, si tu postes un message pour clarifier que tout a été sorti de son contexte, ça va se calmer. Les gens passeront à autre chose. Je lui ai demandé ce que je devais clarifier exactement. Il s'est énervé, dit juste qu'elle ne voulait pas dire ça de cette façon. Je lui ai répondu que cela sonnait exactement comme elle l'avait pensé. Il a passé une main nerveuse dans ses cheveux et m'a accusé, tu laisses ton orgueil détruire l'entreprise de ma famille. Encore ce mot, famille. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que nous parlions de 2 définitions totalement différentes. Je lui ai clairement signifié que je ne mentirais pas pour couvrir une personne qui avait humilié mes parents devant 200 invités. Il m'a lancé, tu les choisis eux, au lieu de me choisir moi. J'ai répondu, je choisis le respect. Cet après-midi-là, j'ai pris ma voiture pour aller chez mes parents. Ils avaient déjà déballé les compositions florales du mariage que je leur avais fait emporter. Ma mère les avait arrangées sur la table de la salle à manger comme si c'était un dimanche ordinaire. Mon père m'a demandé si j'allais bien. Je leur ai tout raconté sur les appels, les investisseurs, la tempête sur les réseaux sociaux, et Alexandre qui exigeait que je défende Béatrice. Ma mère a murmuré, peut-être que nous aurions dû simplement rester à la table du fond. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Je l'ai rassuré, non, vous auriez dû être tout devant. Pendant que nous discutions, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Maxime, le collègue qui avait échangé sa table. Il demandait s'il pouvait passer nous voir. 1 heure plus tard, il était assis dans le salon de mes parents. Il nous a avoué que c'était lui qui avait mis la vidéo en ligne, non pas pour créer un scandale, mais parce qu'il voyait des choses dans cette entreprise qui le dérangeaient depuis des années. Des promotions refusées injustement, des remarques douteuses en réunion, des clients traités différemment selon leur nom de famille. Il a expliqué, quand Béatrice a prononcé ce discours, ça n'a fait que confirmer mes soupçons. Il m'a aussi appris quelque chose d'inattendu. Richard Lemaire ne s'était pas contenté de geler son investissement. Il avait exigé un audit interne de l'entreprise du père d'Alexandre comme condition pour reconsidérer son offre. Et il avait personnellement demandé à Maxime de lui fournir des documents accablants. Maxime m'a regardé et a dit, ce qui s'est passé à ton mariage a donné aux gens le courage de parler. Je n'avais rien planifié de tout cela. Je refusais juste que mes parents soient assis près des cuisines. Le soir même,
Je suis retourné à l'hôtel pour parler à Alexandre. Je lui ai annoncé que je ne ferais aucune déclaration publique pour défendre sa mère, mais que j'allais m'exprimer en mon propre nom. Il m'a prévenu, si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'ai répondu, je sais. Il m'a demandé si j'étais vraiment prête à risquer notre mariage pour cette histoire. Je lui ai rappelé qu'il était déjà en péril à la seconde où il avait haussé les épaules. Il n'a pas essayé de m'arrêter quand j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et ce que j'ai rédigé cette nuit-là a tout fait basculer. Je n'ai pas hurlé ma colère. Je n'ai insulté personne. J'ai simplement écrit 3 paragraphes. J'ai expliqué qu'à mon mariage, mes parents avaient été délibérément mis à l'écart de la salle principale. J'ai raconté qu'un discours avait été tenu sur la réputation et les origines modestes. J'ai affirmé ma conviction que le respect n'est pas conditionné par les revenus, le niveau d'études ou le réseau social. Et j'ai conclu en disant que je ne m'excuserai jamais d'avoir défendu ma famille. Je n'ai pas cité le nom de Béatrice. Je n'ai pas mentionné l'entreprise. J'ai publié le message et j'ai refermé mon écran. Au matin, c'était partout. Les gens avaient fait le lien sans mon aide. Ma publication a été massivement relayée avec l'extrait vidéo. D'anciens salariés ont ajouté leurs propres histoires. Un fournisseur a posté qu'il avait subi des attitudes similaires lors de négociations. Puis, l'impensable s'est produit. Richard Lemaire a publié un communiqué. Il a déclaré que son entreprise ne s'engagerait dans aucun partenariat qui ne reflèterait pas les valeurs d'égalité des chances et de respect mutuel. Il a cité de récentes remarques publiques comme catalyseur pour revoir l'accord. En 48 heures, 2 autres investisseurs se sont retirés. Le conseil d'administration du père d'Alexandre a annoncé une enquête indépendante sur la conduite de la direction. Le conseil de l'association caritative de Béatrice lui a demandé de se mettre en retrait temporairement pendant que la situation était examinée. Le monde qu'ils avaient bâti sur l'image et l'exclusivité s'est fissuré très vite. Alexandre m'a à peine adressé la parole pendant ces 2 jours. Il est resté au téléphone avec son père, faisant les 100 pas dans la chambre d'hôtel. Le 3e jour, il a fini par lâcher le morceau. Il a dit, tu aurais pu gérer ça discrètement. J'ai demandé comment, en faisant semblant que ce n'était pas arrivé. En apprenant à nos futurs enfants à accepter le manque de respect s'il vient de quelqu'un de riche. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, je voulais juste la paix. Je lui ai dit, une paix construite sur le silence n'est pas la paix. Cet après-midi-là, j'ai fait ma valise. Il m'a demandé si je partais pour quelques jours. Je lui ai dit que je n'en savais rien. Ce que je savais, c'était ceci. Le plan de table n'avait jamais été une question de chaise. C'était une question de savoir où les gens estiment que vous êtes à votre place. Mes parents n'ont jamais cherché à se venger. Ils auraient tout pardonné. Mais le lendemain, quand je suis retourné chez eux, mon père m'a montré quelque chose sur son téléphone. Un email de Richard Lemaire. L'objet disait « Restauration de la Mustang ». Richard voulait amener la voiture la semaine suivante. Mon père m'a regardé et a dit « Parfois, la table du fond offre la meilleure vue ». La famille d'Alexandre a perdu son plus gros contrat. Béatrice a perdu son image publique, et j'ai perdu un mariage qui ne fonctionnait que lorsque je restais silencieuse. Je n'ai pas détruit leur monde. J'ai juste déplacé une table. Et tout ce qui s'est effondré par la suite était déjà construit sur de mauvaises fondations.